Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du côlon. Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent en France. Il y a actuellement 42 000 nouveaux cas chaque année et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer avec 17 500 cas tous les ans. C'est 5 fois plus que les accidents de la route. Le cancer colorectal doit être une cause nationale. Qu'est-ce que le cancer du côlon ? Comment est-il diagnostiqué ? Quelle est l'importance du dépistage dans le pronostic du cancer ? Nous allons voir tout cela avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Seitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service d'oncologie digestive et d'hépato-gastro-entérologie. Vous êtes accompagné du docteur Yves Rinaldi, gastro-entérologue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin coordinateur à Arcade, oui. Vous nous en parlerez pendant l'émission. Et vous êtes accompagné aussi du docteur Rémi Sebat, qui est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Et d'une patiente, Catherine. Bonjour Catherine, merci d'être à nos côtés. Alors professeur Seitz, nous parlons dans notre émission du cancer du côlon. Alors avant d'aller plus loin, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que le cancer du côlon ? Le cancer du côlon, c'est une tumeur maligne qui se développe dans le gros intestin, c'est-à-dire ce segment du tube digestif qui va de l'intestin grêle à l'anus. Il y a le côlon droit, le côlon gauche et le rectum. Les tumeurs se développent à partir de petites tumeurs bénignes qu'on appelle les polypes ou adénomes, qui dégénèrent. Généralement, il faut une dizaine d'années pour qu'un adénome dégénère en moyenne. Quels sont les symptômes ? Une fois que le cancer est installé, il peut effectivement occasionner des symptômes, des saignements, des troubles du transit, de la diarrhée ou une alternance de diarrhée, de constipation. Parfois, ça peut être révélé par même une occlusion intestinale parce que la tumeur a bouché l'intestin. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé en France, comme dans d'autres pays évolués, des dépistages. On va en parler tout au long de l'émission. Alors, on va, au travers de la prochaine séquence, aller à la rencontre du docteur Sebat, du docteur Rinaldi et de madame Devienne qui vont nous expliquer toute l'importance du dépistage du cancer du côlon. Un reportage proposé par Patrick Loez. Bonjour docteur, vous allez bien ? Je viens vous consulter car j'ai reçu l'invitation pour faire le dépistage sur le cancer du côlon. Très bien. Donc je voulais savoir exactement quelles sont les démarches à faire. Ce test se déroule entre 50 et 74 ans, donc vous avez au moins 50 ans. Oui. Et est-ce que dans votre entourage familial, il y a eu des cas de cancer du côlon ou des cas de polype ? Pas du tout. Voilà, donc à ce moment-là, je vais pouvoir vous délivrer le test de dépistage pour dépister en effet tout ce qui est polype, lésions qui pourraient dégénérer en cancer et de telle sorte qu'on les enlève pour éviter que la maladie se déclare. Alors, c'est un test qui est immunologique et qui se fait sur un seul prélèvement. Finalement, les freins au dépistage, ils sont multiples et il est vrai que parmi les freins, il y a la façon de faire le test. Or aujourd'hui, ce test il a été simplifié au maximum puisqu'avec un seul prélèvement qui prend à peu près 2 secondes, on peut faire un test. Deuxièmement, ce test est beaucoup plus fiable que ce qu'on avait jusqu'à présent puisqu'on arrive à dépister à peu près 3 fois plus d'adénomes et 2 fois plus de cancer. Voilà docteur, j'ai reçu les résultats suite au dépistage du cancer du côlon. Apparemment c'est positif, donc est-ce que vous pouvez me conseiller les démarches à suivre ensuite ? Avoir un test positif ne veut pas dire avoir un cancer, loin de là. Dans 65% des cas, lorsqu'on fait une coloscopie après un test positif, eh bien, on va retrouver ce qu'on appelle le polype, ce que nous appelons nous l'adénome, c'est la même chose. Et le fait de retirer l'adénome pendant la coloscopie permet d'éviter le cancer. Et il n'y a que 10% des cas où on a un cancer. Et il faut savoir que dans ces 10% des cas, plus de la moitié des polypes cancéreux vont être retirés par la coloscopie et ne seront pas opérés. Il y a une lésion dans votre côlon, ou dans le rectum, qui saigne et qu'il va falloir aller identifier. Donc pour cela, il est indispensable de faire une coloscopie. C'est vrai que faire une coloscopie, ça peut effrayer, mais c'est un exercice qui est très rodé maintenant auprès des gastro-entérologues. Alors j'ai reçu les résultats suite au dépistage que j'ai effectué, et donc mon médecin généraliste m'a orienté vers vous. Alors je vous félicite d'avoir fait ce test.
Et puis je vais essayer de vous rassurer parce que faire un test et dire que le test est positif ne veut pas dire que vous avez un cancer, bien sûr. En médecine, il faut toujours raisonner comme ça. Il faut toujours raisonner avantage-risque. Est-ce que j'ai plus d'avantages à faire une coloscopie? Est-ce que j'ai plus d'inconvénients à la faire? Si l'avantage est en faveur de la coloscopie, et c'est le cas dans le cancer du côlon, c'est le cas dans le dépistage, il ne faut pas hésiter une seconde. Parce qu'entre faire une coloscopie qui va vous prendre une préparation la veille, un temps d'une demi-journée, et le cancer du côlon qui peut éviter, avoir un cancer du côlon, c'est rentrer dans un enfer. Je vous ai retiré un polype qu'on appelle festonné. Ce sont des polypes qui sont prédominants dans le côlon droit et qui sont à risque cancéreux. Bien sûr, le fait de l'avoir enlevé enlève tout le risque, bien entendu. Comment avez-vous vécu la coloscopie? Ça a été difficile? C'est vrai que j'avais une appréhension, mais bon, franchement, tout compte fait, cet examen, c'est assez simple et franchement, ça valait le coup de le faire, quoi. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons du cancer du côlon. Catherine, donc on vous voit témoigner sur ce reportage. Qu'est-ce qui vous a fait aller vous faire dépister? C'est quoi le générateur de ce... C'est arrivé à mes 50 ans, j'ai reçu le courrier de chez Arcade et donc j'ai fait les démarches chez mon médecin traitant. Systématiquement, en fait, hein, c'est voilà. quelque chose... Alors peut-être on va en parler avec nos amis d'Arcade. Est-ce qu'à 50 ans, automatiquement, on reçoit un courrier pour un dépistage? Comment ça marche? Absolument. L'association Arcade invite toutes les personnes de 50 à 74 ans à faire un test de dépistage. Vous recevez une invitation qui vous dit « Allez voir votre médecin généraliste ». Et c'est ce médecin généraliste qui doit faire la part des choses entre les personnes qui sont à haut risque, qui va plutôt orienter vers une coloscopie, des personnes qui sont à risque moyen, à qui il va préconiser de faire un test. Il va lui expliquer et lui donner le test. Alors pour nos téléspectateurs, Arcade, vous pouvez nous dire en quelques mots? Oui, c'est une association loi 1901 qui a été créée par Lucien Piana en 88 et qui a pour objectif de dépister les cancers, d'organiser le dépistage des cancers du sein, du côlon et puis tout récemment du col de l'utérus. D'accord. Le dépistage maintenant, depuis 2008, est national. Arcade, nous nous occupons des Bouches-du-Rhône. Nous avons été département pilote à partir de 2002. Depuis 2008, tous les départements métropolitains et outre-mer font l'objet du dépistage. D'accord, donc chaque personne qui a 50 ans reçoit dans son foyer tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 74 ans. Jusqu'à 74 ans. Alors, juste Catherine, quand vous avez vu le test qui était positif, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? C'est un peu d'angoisse malgré tout. Et après, le docteur Inaldi m'a rassuré avant de faire le test et tout s'est très bien passé. Et effectivement, les résultats étaient concluants. Si vous aviez à conseiller à des gens qui sont peut-être réticents ou qui ne savent pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Franchement, il faut le faire parce que ça peut éviter, bien sûr, ça ne prend pas beaucoup de temps malgré tout. C'est un test facile à faire. Et donc, après, le résultat est là et ça peut éviter ça évite des complications. Professeur Seitz, est-ce que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut recommander? Absolument. Ce nouveau test, ce test immunologique, comme le docteur Rémi Sebat a proposé à notre patiente, il est d'une efficacité redoutable par rapport à l'ancien test. Il détecte 3 fois plus d'adénomes, de polypes, de lésions précancéreuses. Et certaines équipes qui ont déjà, certains pays qui ont déjà le recul de plus de 10 ans avec ce test ont montré qu'on diminuait la fréquence du cancer colorectal de près d'un quart. C'est-à-dire en France, dans 10 ans, si suffisamment d'assurer le fonds, on pourrait non plus avoir 42 000 nouveaux cas de cancer, comme vous le disiez au début de l'émission, mais au moins 10 000 en moins. Alors comment ça marche ce test-là? Est-ce que c'est facile? Le test, il est peut-être le docteur Sebat nous l'avait montré peut-être dans le reportage. En 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors c'est très très simple. Dans la pochette avec le test, il y a un bout de papier qu'on pose sur les toilettes pour récupérer les selles. C'est-à-dire lorsque la personne va aller à la selle, les selles vont se déposer sur ce récipient de papier qui pourra partir ensuite en tirant la chasse. Et lorsque les selles sont faites, il suffit que la personne prenne le test, ce test immunologique, le sorte de son étui,
touille à l'intérieur de ces matières, d'accord. voilà, et ensuite le remettre à l'intérieur Dans l'enveloppe. Voilà, le remue pendant une bonne minute, et ensuite le mettre dans l'enveloppe et l'envoie par la poste, tout simplement, avec une enveloppe qui est une enveloppe T, donc il n'est pas utile de mettre de... On est en train de le voir avec le docteur Rinaldi, là. C'est une simplicité déconcertante. Le patient, il a juste à faire ça, à tremper dans la matière, à remettre dedans. Et le renvoyer. Et le renvoie. Et le renvoi. Et ce qu'il faut dire, c'est que tout est gratuit et que dans le pack qu'on leur donne, il y a les moyens de renvoyer avec l'enveloppe exprès et le conteneur exprès. Donc c'est complètement gratuit. Donc prise en charge totale, il faut le faire à partir de 50 ans. Alors une fois que le test revient et qu'il est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut savoir que le test n'est pas positif tout le temps, hein. Il est positif dans 4% des cas. Et dans ce cas, l'assuré reçoit une invitation à aller voir son médecin généraliste. Celui-ci va l'orienter vers son gastro-entérologue avec qui il travaille pour passer une coloscopie. Coloscopie, d'accord. Vous voulez réagir? Oui, je voulais rajouter le fait que, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, sur les 2500 médecins généralistes, eh bien, nous avons formé avec mes collègues Jean-François Seitz et Yves Rinaldi et l'Union des médecins libéraux, plus de 50%, on en est peut-être même bien au-delà. Donc on a formé 1800 à 2000 médecins sur le dépistage. Et il faut dire que lorsque des patients qu'on reçoit en cabinet, dans notre file active de patients, eh bien, il est important de rappeler à la personne entre 50 et 74 ans s'ils ont reçu le test. S'ils l'ont reçu, on l'insiste pour qu'ils le réalisent et en leur donnant le test qu'on a dans notre tiroir. Et si les personnes ne l'ont pas reçu, eh bien, il est de notre devoir de sortir un test, de tout remplir à la main et de proposer à cette personne de réaliser son test. Donc, allez voir votre médecin généraliste. Si jamais vous n'avez pas reçu votre test, je pense que tout le monde l'a noté. Alors, on vient de voir que ce cancer, s'il bénéficie de tests précoces, bon, il peut avoir des conséquences beaucoup plus positives. Mais est-ce que, de manière générale, est-ce qu'on peut le prévenir, le cancer colorectal? Oui. Déjà, il y a des mesures de prévention primaire qui consistent à avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire à bien manger. Ça n'est pas se priver bien manger, c'est avoir une alimentation adaptée et équilibrée. On connaît le régime crétois, le régime méditerranéen qui consiste à manger 5 fruits et légumes différents par jour, à privilégier le poisson plutôt que la viande et notamment la viande au barbecue, à privilégier l'huile d'olive. Voilà. L'activité physique est également quelque chose de très important. L'activité physique faite régulièrement, que ce soit la marche, ou réduit de près de 50% le risque d'avoir un cancer du côlon. Tout ça est bon donc pour notre cœur, pour notre système cardiovasculaire, que ce soit l'alimentation ou l'activité physique, mais ça réduit aussi l'incidence du cancer. De même que ne pas fumer réduit bien sûr beaucoup le risque d'avoir un cancer du poumon, mais ça réduit aussi le risque d'avoir un cancer du côlon, ce qui est moins connu. Merci, professeur. Alors, je pense, un dernier mot. Un dernier mot, c'est que le plus important, c'est de faire le dépistage pour détecter la lésion précancéreuse et de l'enlever par coloscopie. Parce qu'à ce moment-là, on empêche l'apparition du cancer. Merci, professeur. Donc, on fait le dépistage, on se nourrit bien et déjà, on a pas mal de chances de ne pas avoir des chutes négatives à ce cancer. Nous allons, sans plus attendre, passer à la chronique pédagogique avec un film qui nous est proposé par le professeur Grandval, gastro-entérologue et hépatologue. Nous sommes ici dans un bloc d'endoscopie et voilà le matériel qu'on va utiliser pour la réalisation de cet examen. On dispose d'une colonne vidéo et un tube d'endoscopie qui est en l'occurrence ici un coloscope souple, là encore de dernière génération, qui va être inséré dans le côlon et qui va nous permettre d'obtenir une image vidéo extrêmement précise. Tout ceci nous permet, au cours d'un même geste qui est réalisé en ambulatoire, de réséquer des lésions parfois assez larges, parfois des lésions précancéreuses, ce qui nous a permis d'éviter très souvent, et depuis ces dernières années, d'adresser les patients d'emblée chez un chirurgien pour réaliser une intervention chirurgicale qu'on appelle une colectomie. La coloscopie est un examen qui va se réaliser sous anesthésie générale la plupart du temps pour éviter un inconfort et permettre que cet examen soit fait dans de bonnes conditions. Elle va nécessiter pour le patient la prise au préalable et en général la veille d'un produit laxatif pour que le côlon soit débarrassé de tout ce qui va nous empêcher de dépister
ces petites lésions et permet la réalisation d'un examen avec des critères qualité les plus précis possibles. Aujourd'hui, nous allons réaliser une coloscopie chez un homme qui est âgé de plus de 50 ans, chez qui, à l'occasion de précédentes coloscopies réalisées dans le cadre d'un dépistage de cancer du côlon, plusieurs polypes ont été découverts et enlevés. Alors un polype, c'est une lésion qui est précancéreuse, c'est-à-dire que c'est une petite formation tissulaire qui pousse dans le côlon et qu'on peut détecter assez facilement grâce à cet examen qui est la coloscopie. Et cet examen est indispensable parce qu'en général, cette lésion ne donne pas de symptômes. Exceptionnellement, elle peut saigner, mais elle n'entraîne pas de douleur. Donc le seul moyen finalement d'arriver à dépister et enlever ces lésions avant qu'elles ne puissent se transformer en cancer du côlon, c'est de réaliser cet examen. On remercie le professeur Grandval pour cette chronique. Alors nous allons maintenant passer au traitement du cancer colorectal et sa prise en charge. Et avant d'aller plus loin, nous allons à la rencontre du professeur Nicolas Pirot et du docteur Julie Duclos, où notre équipe a suivi 2 interventions avec comme reporter encore Patrick Loez. Il s'agit d'un patient d'une soixantaine d'années qui a un cancer du côlon gauche qu'on va opérer par voie cœlioscopique. Actuellement, la cœlioscopie, c'est une voie d'abord recommandée dans les cancers du côlon gauche, qu'on peut réaliser également par la parotomie, c'est-à-dire où on rend le ventre plus grand. Cette voie d'abord permet une dissection satisfaisante et d'obtenir un traitement du cancer aussi bien que par voie ouverte, avec des suites opératoires qui sont en général un petit peu plus simples pour le patient, avec une durée d'hospitalisation moins importante. On essaye le plus possible de faire ce genre d'intervention par voie cœlioscopique, en sachant que tous les patients ne sont pas aptes à avoir forcément cette voie d'abord. Si le cancer est trop évolué avec une extension à la paroi, par exemple, il n'est pas recommandé de faire une cœlioscopie, mais d'ouvrir directement le ventre pour faire l'intervention. Actuellement, nous sommes au bloc opératoire pour traiter un patient qui a une carcinose péritonéale, c'est-à-dire des métastases d'un cancer du côlon au niveau du péritoine. Le péritoine, c'est un sac dans le ventre qui enveloppe tout l'intestin et qui tapisse tous les muscles du ventre. L'intervention consiste dans un premier temps à enlever toute la tumeur qu'on voit, c'est le traitement de la maladie macroscopique. Et puis maintenant, par le bain de chimiothérapie intrapéritonéale, par la CHIP, traiter la maladie microscopique, c'est-à-dire de traiter la maladie qui est déjà localisée dans le péritoine, qu'on ne voit pas, pour diminuer le risque de récidive de cette pathologie. Ce type d'intervention est une intervention lourde, puisqu'on va associer une chirurgie digestive lourde elle-même à une chimiothérapie intrapéritonéale. Donc c'est réservé à des patients qui sont en bon état général, mais ça permet d'avoir des guérisons pour des pathologies qui sinon avaient un pronostic extrêmement sombre. De retour sur le plateau d'Atout Santé, où nous ont rejoint le professeur Nicolas Pirot. Vous êtes chirurgien, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné du professeur Laetitia Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue digestif. D'accord. Et vous êtes accompagné de votre patient, monsieur Ortiz. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, le professeur Seitz est resté avec nous. Nous allons parler dans cette partie des traitements du cancer du côlon. Alors, monsieur Ortiz, vous avez eu un cancer, aujourd'hui vous êtes guéri. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette maladie ? Alors, guéri, je ne sais pas si je peux dire que je suis guéri, parce que je crois que c'est 5 ans. Voilà, je suis en rémission. Alors en fait, moi, ça a débuté en septembre 2013. J'étais à Londres, où j'étais en mission. Et en fait, j'avais une très grosse douleur au ventre. Donc je suis allé aux urgences, ils n'ont rien trouvé. Je suis rentré en France. Pareil, aux urgences, ils n'ont rien trouvé. Puis finalement, mon gastro-entérologue a dit c'est pas possible. Il m'a envoyé la Timone. On a passé un scanner. Le lendemain, on m'a opéré. Après, donc, biopsie. Et au bout de la biopsie, on m'a dit ben voilà, vous avez un cancer du côlon. Donc, cancer stade 3. Donc, le professeur Dahan m'a pris en charge. Donc, on a décidé d'un protocole. Donc, on a commencé le protocole. On a fait des examens en parallèle. Et là, on a vu qu'il y avait des métastases au niveau du foie. Donc, à partir de là, donc, on s'est posé la question de savoir s'il fallait opérer ou pas. J'ai suivi les conseils de l'équipe et du coup,
en janvier 2014. Donc on m'a opéré et on m'a retiré 50% du foie. Donc à partir de là, quand le type de cancer avait changé, donc on a revu les protocoles. Et les examens suivants ont encore montré qu'il y avait encore des cellules cancéreuses au niveau du foie. Et du coup, on a re-enlevé la moitié du foie. Sauf que cette fois-ci, là, il y a eu des conséquences post-opératoires, phlébite, embolie pulmonaire. Et le pire, l'estomac qui a arrêté de fonctionner. Donc à partir de là, plus possible de s'alimenter, uniquement par perfusion. Et ça a duré pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon duodénum s'est bouché. À partir de là, donc, on a revu avec l'équipe. On m'a proposé donc, de faire un bypass du duodénum, de relier directement l'estomac à l'intestin. Donc on a fait cette opération-là. L'opération s'est bien passée. Manque de peau, 48 heures après, hémorragie interne. Réopération. Et à partir de là, j'ai commencé du coup à remonter la pente, puisque j'ai pu me réalimenter. 5 mois plus tard, ostéoporose, je me casse 4 vertèbres. Plus possible de marcher sans canne. Et malgré tout, 5 mois plus tard, première bonne nouvelle, les marqueurs commencent à diminuer. Et fin 2015, ça va mieux. Et du coup, on arrête. On est vraiment content pour vous et de vous voir en forme comme ça, avec tout ce que vous nous avez décrit. On est heureux, professeur Seyss. Est-ce que c'est toujours le cas, toute cette panoplie d'évolution disons que ça résume un peu les situations les plus complexes à travers le cas de ce patient. Donc il y a des formes beaucoup plus simples. On a parlé de stade, de grade. Donc si vous voulez, une tumeur au stade 1, elle va être traitée parfois, comme on le voyait dans le reportage tout à l'heure du professeur Grandval, par une ablation endoscopique d'un polype dégénéré en surface, et ça peut être le seul traitement. Et puis à un stade de plus, il faut une chirurgie et un curage ganglionnaire, une colectomie, comme on dit. À un stade de plus, s'il y a des lésions dans un autre organe comme le foie, il va falloir combiner des traitements médicaux, dont on reparlera, et des ablations chirurgicales. Le foie est un organe qui a une capacité de régénération très importante, et donc on peut effectivement enlever parfois plus de la moitié du foie, et le volume revient ensuite. Alors, à quel moment vous êtes le chirurgien autour de cette table? À quel moment on prend la décision d'enlever la moitié du foie? C'est qui fait ce choix-là? Alors, cette décision, elle se prend de façon collégiale. Elle se prend en RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire, avec les chirurgiens, avec les oncologues, avec les gastro-entérologues, avec les radiologues, etc. Elle se prend après un bilan complet de l'état général du patient et un bilan complet de la maladie, bien évidemment. Donc, c'est une décision qui est collégiale. Est-ce qu'après l'ablation, on voit qu'il peut y avoir des rechutes? En fait, dans le cas de monsieur, par exemple. Bien sûr. Bien sûr, il peut y avoir des rechutes. Donc, c'est l'intérêt de faire des examens de surveillance pour dépister précocement cette rechute et la traiter à un stade précoce. Donc, et dans les traitements, professeur Dahan, dans le volet médicamenteux, quel est l'arsenal qui est à notre disposition aujourd'hui? Alors maintenant, on a beaucoup de médicaments. Donc, il y a bien sûr les chimiothérapies, avec actuellement des chimiothérapies plus modernes qu'il y a 10 ans, qui permettent déjà d'obtenir des réponses très importantes. Est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires aujourd'hui? Alors, il y a moins d'effets secondaires, pas parce que la chimiothérapie est différente, mais parce que les médicaments, les traitements de support sont bien plus efficaces. Les antinauséeux, toutes ces molécules qui permettent aux patients de très bien supporter le traitement. Après, il y a les thérapies ciblées, qui sont des molécules très modernes qui ciblent spécifiquement une anomalie au niveau de la cellule cancéreuse. Et puis, plus récemment, il y a l'immunothérapie, qui permet de restaurer l'immunité naturelle anticancéreuse, c'est-à-dire que c'est les propres cellules, nos cellules qui détruisent les cellules cancéreuses grâce à ces molécules d'immunothérapie. Professeur Seyss, pour vous, les plus grandes avancées dans le traitement de ce cancer, est-ce que c'est l'immunothérapie? Est-ce que c'est le couplage de toutes ces techniques? La première grande avancée, ça a été la chimiothérapie post-opératoire pour prévenir les rechutes du cancer du côlon. Alors évidemment, on réduit de moitié le risque de rechute, on ne l'annule pas. On peut rechuter en ayant une chimiothérapie, mais on empêche la moitié des rechutes. Ça a été le premier progrès des traitements médicaux, parce qu'avant, il n'y avait rien en dehors de la chirurgie.
Ensuite, pour le traitement des métastases, ce qui a été déterminant il y a une dizaine d'années, c'est de la combinaison de ces chimiothérapies avec des thérapies ciblées, avec des biothérapies dont parlait le professeur Laetitia Dahan. Et là, le progrès auquel on est en train d'assister en ce moment en direct, c'est l'immunothérapie, c'est-à-dire restaurer l'action de nos lymphocytes, de nos cellules qui vont aller recommencer à tuer les cellules cancéreuses. Alors malheureusement, dans le cancer du côlon, c'est réservé à certaines catégories de tumeurs, celles qui ont notamment une instabilité des microsatellites, qui sont sensibles à ce traitement-là. Mais là, on obtient des rémissions extraordinaires dans des situations qui parfois étaient très difficiles à traiter jusque-là. Merci professeur, merci à vous quatre pour ces témoignages et puis pour cette passion. On est ravis de vous voir en forme, il faut continuer, ça donne plein d'enthousiasme à nos téléspectateurs. Et sans plus attendre, nous allons passer à la rubrique Fans de santé animée par Fanny Masmejean. Merci Fanny. Alors, c'est la fin d'Atout Santé. On va remercier tous nos téléspectateurs qui sont toujours de plus en plus nombreux, nos invités. Et en attendant, vous pouvez visionner l'émission Atout Santé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous envoyer des commentaires ou des questions sur Facebook, sur Twitter, Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.